petites dérives, toutes petites, un petit peu plus, c'est assez récent. Mais je vais quand même commencer par la bataille de Marignan, parce que, bon, évidemment, la bataille de Marignan, François Ier, il a gagné, on oublie, on a sorti, on a occulté de l'histoire, puis après on a remis, grâce aux Vénitiens, qui tout d'un coup sont arrivés, 3000 hommes fringants, alors que côté François Ier, ils étaient très fatigués. Et puis, il y avait 20 000 mercenaires, hein. Il y avait d'ailleurs Matteuchin qui était là, hein, pour pousser, etc. Et puis, la Suisse a pris vraiment une raclée, hein. Alors, il y a eu, après, à un moment donné, on disait oui, mais on s'est rendu compte que de l'autre côté français, il y avait aussi des confédérés et qui se battaient entre eux. Ça, c'est une version. La version côté française était différente. Alors d'abord, ils ont occulté les Vénitiens, ils ont gagné tout seuls. Et puis, il y a des choses un petit peu drôles quand même. Et on a dit non. Il y avait les mercenaires, jamais. Alors que les mercenaires travaillent pour l'armée qui paye le plus. Point à la ligne, hein, c'est comme ça. Mais ça fait rien, c'est des petits conflits comme ça, on occulte, on change un peu les versions. Voilà, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, toujours, hein. Et puis, à partir de là, il y a eu alors imposé par la France, imposé par François Ier, hein, l'interdiction pour les mercenaires confédérés, interdiction de se battre contre la France et aussi de faire partie d'éventuellement, quelle que soit l'armée, de se battre aussi contre la France. Interdiction, et ça a été entériné par le traité de Fribourg, je crois que c'était une année après, et à ce moment-là, on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, il est notifié dans certains documents que François Ier a versé 17 000 florins. Je ne sais pas combien ça vaut, mais Marc était un financier, je ne sais pas le change, pour payer à la Confédération cet arrêt d'envoi de mercenaires. Alors on dit depuis là, il y a quand même eu tricherie, il y a eu quand même quelques mercenaires qui partaient, qui ramenaient des devises au pays, mais à partir de ce moment-là, c'était la fin quand même, en grande ligne, du mercenariat. Voilà, ça c'est l'histoire, racontée comme ça, très bien. Ensuite, concernant l'histoire, en 1798, il y a eu l'invasion des troupes françaises, hein, on envahit la Suisse, hein, depuis le haut jusqu'en bas, des deux côtés. C'était une assez bonne stratégie, hein. Et puis là, la France a imposé à la République helvétique une alliance militaire qui l'a absolument contraint à renoncer à la neutralité, hein. C'est intéressant. Et puis 1799, alors c'était le champ de bataille. La Suisse était dans un état catastrophique. Et puis il y a eu énormément il y a eu vraiment que des problèmes là. Les Français, ils sont partis à la conquête des Grisons. Ensuite, ils ont été repoussés. C'est très compliqué là. Je sais pas comment la Suisse en est sortie. Ils sont cependant repoussés jusqu'à Zurich par les Autrichiens. Après la deuxième bataille de Zurich, les Français reprennent la Suisse orientale. L'armée austro-russe, placée sous les ordres d'Alexandre Souvorov, est contrainte de quitter la Suisse. Ça a été vraiment, mais vraiment une catastrophe, hein. Et la population civile alors a terriblement souffert d'abord des charges de guerre, hein, et il y a eu vraiment pénurie aussi, simplement pour se nourrir, etc. Et là, le directoire de la République helvétique a voulu exiger de la France qu'elle reconnaisse la neutralité de la Suisse. Et pour des raisons politico-militaires, cette reconnaissance lui a été refusée. Voilà. Et là, je dis toujours, ça n'a rien à voir avec la France ou d'autres pays. Il faut juste penser que nous n'avons jamais d'État ami. Ça n'existe pas, l'État ami. Nous avons des intérêts en commun et par période. Il faut vraiment se rappeler toujours de ça, quel que soit le pays. C'est comme ça. De là, c'est important d'avoir sa propre défense, hein. Quand même. À partir de là, il y a la Bérésina. Alors là, bon, c'est après les Français. Là, la Suisse connaît une neutralité pendant pratiquement 16 ans, hein, c'est pas mal. Puis après, il y a eu la campagne de Russie en 1812 qui se terminait par une débâcle, hein, avec la Bérésina. Alors les Suisses ont reçu alors la mission de couvrir les restes de la Grande Guerre de Napoléon. Bon, ça a coûté aussi beaucoup d'argent. C'est juste par rapport à l'histoire, je trouve très... Et puis alors, là, après, c'est là où ça devient extrêmement important pour la Suisse, hein. C'est
en 1815, le traité de Vienne et après le traité de Paris, hein, où la neutralité a vraiment été reconnue, la neutralité de la Suisse reconnue sur le plan et le droit international, ça, et puis en même temps, ça a été vraiment très, très, très important. C'est une date très importante pour la Suisse. Et puis les grandes puissances européennes reconnaissent la neutralité perpétuelle de la Suisse et garantissent l'inviolabilité de son territoire. Ça, c'était vraiment extrêmement important pour la Suisse. Et qui a organisé un petit peu tout ça, c'est un diplomate exceptionnel, Capodistria, qui était au service du tsar Alexandre, et il avait des amis à Genève, un monsieur Hénard, je pense que le musée Hénard a quelque chose à voir là-dedans, et un monsieur Pictet de Rochemont, dont malheureusement je ne me rappelle plus le prénom, et c'était vraiment des amis très très proches, et à ce moment-là, il a vraiment fait le nécessaire, il a fait tout ce qu'il a pu pour que Genève, Lausanne, il n'y avait pas de limite entre deux, deviennent neutres. Alors, pour les Vaudois, c'était certainement important aussi parce qu'ils n'avaient pas envie de se retrouver vraiment sous les Bernois. Hein. Et puis la neutralité, disons Lausanne, Vaud, encore une partie de Vaud, Genève, a été mise en avant et aidée par cet excellent diplomate. Et ensuite, il y a eu, entre guillemets, une aide également du tsar Alexandre. Mais là, il y avait aussi un intérêt, je pense, pour toutes les grandes puissances. C'était après la guerre de 30 ans, il y avait des guerres de religion partout. C'était un petit peu assez difficile. Donc, je pense que pour eux, c'était aussi avoir un tampon, un espace neutre. Là, au centre de l'Europe, je pense que c'était bien. Ça garantissait aussi une distance, une sécurité aussi. Et pour la Suisse, c'était aussi très bien dans le sens que cette neutralité, ça a favorisé un petit peu, ça a calmé un petit peu toutes ces guerres de religion, etc. C'était aussi pour essayer de rassembler, de pacifier ce qui se passait à l'intérieur du pays. C'était positif, on peut dire, vraiment des deux côtés. Voilà, ça c'était vraiment cette date extrêmement importante. Et puis cette petite histoire, je la trouve agréable aussi parce que il y a aussi des liens. C'est peut-être pour ça que quand il est arrivé toutes ces histoires là, les sanctions et tout, à trois reprises, la Russie a demandé à la Suisse, il y a même eu une séance avec M. Cassis, Lavrov, etc. C'est la troisième fois pour dire de quel côté êtes-vous ? De quel côté êtes-vous ? Je pense qu'il y a une sorte de réminiscence de l'histoire, je le pense. Et puis, bon, cette séance, je l'ai vue. M. Cassis a dit, il les a renvoyés à l'OCDE, puis fini. Hein, voilà. Donc, peut-être, parce qu'il n'a pas demandé, Vladimir Poutine n'a pas demandé à tout le monde de quel côté vous vous mettez. Je pense, c'est moi qui pense ça, c'est mon avis personnel. C'est peut-être pas du tout ça. Donc voilà, là on arrive en 1871, la guerre franco-allemande, les six se déclarent prêts à interler les 93 000 hommes de l'Est, hein, qui avaient été vaincus par Bourbaki. Voilà. Donc on a fait aussi notre part, hein, par rapport à l'humanitaire, etc., etc. Puis après, 1907, là c'est important aussi, c'est la Convention de La Haye, c'est très, très, très important, qui concerne les droits et les devoirs des neutres, hein. Voilà, on lira plus tard vraiment les quelques articles des obligations et des droits. Et après, on arrive en 1914, hein, la Première Guerre mondiale. Et la Suisse, elle est entourée de tous les côtés par la guerre. Hein, et les belligérants sont convaincus que la Suisse ne permettrait à aucune des parties de profiter de son territoire pour effectuer des mouvements tournant et attaquer ainsi leurs adversaires. Ils ont donc de ce fait respecté la neutralité de la Suisse. Donc j'imagine qu'on avait des gens qui savaient négocier d'une part et aussi des stratèges militaires d'autre part. Parce que quand même, c'était pas évident.
Voilà, donc on a aussi des fortifications. Il faut dire que la Suisse a quand même une topographie par rapport à la défense exceptionnelle, hein, quand même. Hein. Bon, ben évidemment, avec Armée 21, tout ça a été démoli. Hein, voilà, il faut être moderne, hein, c'est comme ça. Et puis en 1219, il y a eu, alors c'était des escortes armées de l'armée suisse qui ont protégé le transport des marchandises, etc., qui partaient pour l'Europe de l'Est. C'était plutôt de tout ce qui était textile, etc. Donc c'était déjà, ouais, ça faisait partie un petit peu du côté un peu humanitaire déjà. Voilà. Et puis ensuite, on arrive en 1920. Alors là, on commence à dire c'est la neutralité différenciée et on entre dans la Société des Nations. Et là, ça a changé un petit peu la donne quand même, hein, pour la Suisse. Alors, elle adhère à la Société des Nations, dont le siège était à Genève. La Société des Nations a choisi Genève, parce que d'un côté, il y avait la Croix-Rouge, parce qu'il était aussi prévu qu'Autremate s'installe à Bruxelles. C'était un peu compliqué au niveau politique. Je pense que là, il y a aussi eu beaucoup de négociations. Hein. Moi, je suis quelque part assez admirative de voir qu'à certains moments de l'histoire, il y avait quand même des Suisses qui savaient négocier, hein, vraiment. Alors, peut-être que ce n'était pas tout à fait juste, mais quand même, il y avait des négociations sérieuses. Ce n'était pas juste comme ça en 48 heures, ce n'était pas ça. Donc, je pense qu'on a perdu un petit peu de tout ça. Hein. Et puis, la neutralité de la Suisse est reconnue. Et là, c'est la première fois que la Suisse est prête à participer aux sanctions économiques. Ah, première fois. Arrive 1938, et là, la Suisse n'est plus du tout d'accord par rapport à l'attitude et aux sanctions prononcées par la Société des Nations à l'encontre de l'Italie. Et à ce moment-là, elle a renoncé, elle a quitté, et on est revenu, on est en 1938, à la neutralité intégrale. Voilà. Après, ben, il y a eu le début de la... Oui, 38, 39, c'était le début vraiment de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et le Conseil fédéral réaffirme la neutralité de la Suisse, qui est reconnue par les belligérants, n'est-ce pas? Afin de garantir son indépendance et sa neutralité, la Suisse mobilise son armée. Et on a eu, juste pratiquement, armée 21, pratiquement pas tout à fait, on a eu une neutralité perpétuelle et armée. Il ne faut pas l'oublier. Et après Armée 21, moi, j'ai continué avec 2 parlementaires à faire encore des conférences de presse pour maintenir cette idée. Parce que c'était vraiment... Et puis après, bon, évidemment, après, on a démoli l'armée. Alors, évidemment, la neutralité, un peu délicat, hein. Mais ça, c'était vraiment la base de ce pays. Et c'est tout ça qui a été démoli. Alors on peut dire, oui, c'est un peu vieillot. Non, c'est pas vieillot. Les guerres ne sont pas vieillottes. Les guerres arrivent, on ne sait pas toujours comment, il faut analyser. Et là, on est vraiment... on est sous l'égide des grandes puissances. Alors peut-être j'étais vieillotte, mais ça m'est complètement égal. Parce que ça a été vraiment une catastrophe. Et c'est aussi à partir d'Armée 21 qu'on arrive un petit peu là où on est. Les choses n'arrivent pas comme ça, jamais. Il n'y a pas de hasard non plus. C'est comme ça. Alors bon, là on est en 39, en 45, là c'est devenu une neutralité et solidarité. Voilà, donc on est sorti de la neutralité intégrale. Hein, après, et puis on est devenu neutralité et solidarité. Alors c'est Max Petitpierre qui a défini les principes des relations extérieures de la Suisse de l'après-guerre. Hein.